Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre série consacrée aux acteurs de la VAE. Aujourd'hui, je vous propose de parler des financeurs, donc c'est-à-dire les personnes qui prennent tout ou partie en charge de votre projet d'un point de vue gros sous. Et à moins que vous ayez décidé d'auto-financer complètement votre projet, ils vont pouvoir vous donner un sérieux coup de pouce. Donc ce que je vous propose, c'est de me retrouver tout de suite après le générique. Bien, rebonjour à tous. Donc, je suis Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences et j'accompagne à la validation des acquis de l'expérience depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Dans ces vidéos, je vous partage, en tout cas j'essaye, un maximum de trucs et d'astuces, de bonnes pratiques, de retours d'expérience pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans votre démarche VAE et puis, je l'espère, de tout cœur, la réussir. Donc dans les précédentes vidéos de cette série, on a parlé des certificateurs, puis des accompagnateurs à la VAE. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des financeurs, c'est-à-dire les organisations, les entités, qui vont pouvoir financer tout ou partie de votre projet. Alors, petit avertissement vraiment important, au moment où je poste cette vidéo, hein, les contenus sont faits au moment où je poste cette vidéo qui devrait sortir le 23 avril, malgré tout, les choses changent vite, souvent, en termes de financement, notamment de la formation professionnelle. Donc, évidemment, si vous la regardez bien plus tard, tenez compte qu'il y a potentiellement des choses qui changent. En préambule, peut-être un point aussi sur les types de coûts que vous pouvez avoir dans votre démarche de validation des acquis. Alors, si je devais, moi, les classer, je ferais deux types de frais. D'abord, les frais certificateurs, c'est-à-dire donc qui sont quasi toujours obligatoires pour un projet de validation des acquis. Alors, pour que vous compreniez déjà qu'est-ce qu'on peut vous demander comme type de frais, ça va être des frais par exemple d'inscription de dossier, des frais de traitement, que ce soit de l'étude de votre recevabilité, de l'organisation de votre jury. Et puis en fonction du certificateur que vous envisagez, et je vous renvoie à mes autres vidéos, en fonction du choix du diplôme, eh bien ces frais peuvent aller de quelques centaines d'euros, en gros 250 euros pour un diplôme de l'éducation nationale, du CAP au BTS, 170 euros pour une licence ou 243 euros pour un master à l'université. Ça, c'était les frais d'inscription universitaire 2020-2021. Donc voilà, ça vous donne déjà une idée de base de ce que ça peut coûter. Et puis bien sûr, ça peut aller bien plus haut. En fonction des certificateurs, vous avez plusieurs, parfois centaines, 500, 600, 800, 900 euros, voire plusieurs milliers, 1000, 2000, 3000, en fonction de certains vraiment certificateurs, notamment les grandes écoles, les écoles de commerce, ce genre de certificateurs-là. Comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos qui étaient consacrées au choix du diplôme, le prix, évidemment qu'il faut en tenir compte, ça ne doit pas être le premier critère parce que le premier critère devrait vraiment être l'adéquation entre votre expérience professionnelle d'un côté et le diplôme de l'autre. Maintenant, je comprends que dans la pratique, quand vous regardez pour choisir un diplôme, le prix compte évidemment. Et puis en plus de tous ces frais liés aux certificateurs, vous avez les frais liés aux accompagnateurs. C'est pour ça que j'ai commencé par ces vidéos-là. A priori, ces frais-là sont facultatifs, même si bien sûr, moi, et je suis accompagnateur VAE, je vous recommande évidemment de vous faire accompagner, et je vous ai déjà expliqué pourquoi dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à aller vous balader sur la chaîne. Là encore, les tarifs sont très fluctuants. Si je devais schématiser, je dirais que ça coûte, les premiers forfaits proposés par certains de nos confrères sont à quelques centaines d'euros en fonction du nombre d'heures, et puis certains, ça va jusqu'à plusieurs milliers. Comme je vous l'ai dit dans le deuxième épisode la semaine dernière, comparez vraiment les offres à contenu et à accompagnement égaux. Parce que c'est comme une assurance, hein, je l'ai déjà dit, mais je le redis, si vous comparez deux assurances mais que les garanties ne sont pas les mêmes, finalement la comparaison que vous faites est erronée, quoi. Donc essayez vraiment de faire ce travail de comparaison-là. Je vous ai expliqué, je vous donne une méthode dans l'épisode 2 de cette série. Maintenant qu'on a évoqué les frais, je vous propose de passer aux solutions de financement. Alors en préambule, encore un avertissement, je suis navré, mais je ne peux pas faire autrement que de prendre des pincettes quand je parle de ces sujets. On a vu que les frais dépendaient des certificateurs et des diplômes. Eh bien, les financements dépendent aussi de votre situation personnelle.
En fonction que vous soyez salarié du secteur public, du secteur privé, salarié du secteur privé, agent du service public, demandeur d'emploi, etc., vous allez avoir des spécificités, si je puis dire, dans les financements. Et c'est pour ça qu'ici, je me permets simplement de vous donner quelques grandes pistes de réflexion et que, bien sûr, il faudra voir au cas par cas derrière pour que vous puissiez, comment je vais dire ça, étudier vos situations qui vous sont propres. Pardon, je me suis laissé déconcentrer, mais je reviens avec vous. Plusieurs types de financement. Le premier, le compte personnel de formation, le CPF. Alors, le CPF, la plupart d'entre vous devraient avoir un CPF. Les agents de la fonction publique, pour l'instant, a priori, c'est encore en heure, mais ça devrait bientôt changer, je l'espère. Sinon, tous les autres, depuis le 1er janvier 2019, c'est un compte qui a été converti, le montant de votre compte a été converti en euros. Et il faut savoir qu'il est automatiquement abondé chaque année d'une certaine somme. Alors, c'est 500 de mémoire ou 800 en fonction de votre niveau de diplôme initial. Et ça se fait automatiquement par rapport, bien sûr, ça n'arrête pas de sonner. Ça se fait automatiquement par rapport aux déclarations sociales et fiscales de vos employeurs. Alors, ce compte personnel de formation, comme son nom l'indique, il est personnel et il vous appartient. C'est-à-dire que vous avez la liberté d'utiliser, si vous voulez, les fonds qui sont dessus. Alors, évidemment, pour la formation professionnelle, le développement des compétences. Alors, ça peut être pour des formations éligibles au CPF, ça peut être pour, qu'est-ce qu'il y a ? Le bilan de compétences, évidemment, la VAE, etc., etc. Il n'y a pas tant d'etc. Que ça. Derrière le CPF, l'entité qui organise et qui gère tout ça, c'est la Caisse des dépôts et des consignations. Donc c'est elle qui organise ces enveloppes-là. Et j'en profite pour vous dire deux choses sur le CPF, parce que c'est toujours très important. La première, c'est qu'on est au mois d'avril et qu'il vous reste quelques semaines, puisque avant la fin juin, toutes les heures de DIF, anciennement le droit individuel de formation, qui n'ont pas encore été converties en euros, seront perdues si vous ne faites pas la démarche sur mon CPF. Donc allez sur votre compte, vérifiez que vous n'avez pas encore d'heures de DIF, et le cas échéant, avant le fin juin, essayez de les convertir, parce que ce serait dommage de perdre de l'argent auquel vous pouvez prétendre pour vous former. Et puis deuxième sujet, faites vraiment attention, en ce moment il y a beaucoup d'arnaques sur le compte personnel de formation, il y a plusieurs communications, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des clients qui passent entre les gouttes, donc je donne un peu de mon temps aussi pour parler de ce sujet, pour vous sensibiliser. Ne donnez évidemment jamais votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe, même à un organisme de formation. C'est votre compte personnel, c'est à vous de faire les démarches dessus, parce qu'on pourrait vous prendre l'argent qui est dessus, et ce serait vraiment dommage. Voilà, donc l'une des grandes solutions de financement à privilégier, c'est le CPF, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça va vous permettre souvent de couvrir vos frais d'accompagnement, parce que vous avez souvent un peu d'argent dessus qui dort, et puis parfois même une partie, toute ou partie de vos frais certificateurs, en tout cas ceux qui prennent directement le CPF, et ça, comme je ne le sais pas, je vous invite à vous rapprocher de vos certificateurs respectifs. Deuxième financeur de la VAE, si je puis dire, ce sont les employeurs. Donc par le biais soit de leur plan de développement des compétences, ils inscrivent des actions qui peuvent leur sembler importantes et prioritaires, soit directement en faisant des demandes à leurs propres financeurs, qui sont les OPCO, les opérateurs de compétences. Alors il y a 11 OPCO en France, un pour chaque grande branche professionnelle, grand secteur d'activité, si je puis dire. L'intérêt, c'est que un projet VAE peut se discuter lors de vos entretiens professionnels. C'est des entretiens obligatoires, vous savez, tous les 2 ans pour faire le point sur vos carrières. J'en profite pour les employeurs qui ne le feraient pas ou les salariés qui ne l'auraient pas eu, demandez-le. C'est obligatoire tous les 2 ans. Et ça vous permet de faire le point sur votre carrière et vos perspectives d'évolution, notamment votre montée en compétences. Donc, vous pouvez lors de ces points, évidemment, évoquer les VAE. Et donc, quand l'employeur est convaincu de la démarche, il peut vous donner un petit coup de pouce pour aller vous aider à chercher des financements. Ça se fait aussi bien dans le privé que dans le public, donc c'est intéressant. Le plus simple pour ça, c'est de vous rapprocher vraiment de votre interlocuteur RH. C'est lui qui va être à même de faire les démarches à la fois auprès de votre OPCO, de vous renseigner finalement aussi. Et puis, il y a 2 solutions. Soit l'enveloppe qu'on vous propose, elle couvre tous vos frais, et tant mieux. Youpi tralala, vous aurez tout pris en charge. C'est la voie royale. Soit elle couvre pas tout, et à ce moment-là, vous pourrez mettre au bout, pardon, c'est pas très joli comme je le dis, mais c'est vraiment ça, mettre au bout ce qui manque.
Et pour le coup, je trouve que c'est forcément mieux de mettre qu'une partie que si vous aviez dû tout payer par vous-même. Donc ça peut être intéressant quand même de regarder du côté de votre employeur. Encore faut-il que vous souhaitiez lui parler de votre projet de validation des acquis et que il trouve que ce soit une bonne idée. Mais on peut nous être là, les cabinets aussi, pour parfois argumenter auprès des employeurs et démontrer par des retours d'expérience, par des témoignages aussi, que c'est utile entre employeurs. On peut parfois comprendre l'intérêt que ça peut avoir dans une démarche et dans une politique de ressources humaines. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vérifie que j'ai rien oublié. Je pense que c'est bon. Non, je voulais vous dire aussi, pardon, il faut quand même savoir qu'il y a forcément des disparités, une fois encore, et ça va être du cas par cas, entre vos employeurs, parce que tout le monde n'a pas la même appétence à la formation générale, à la validation des acquis. Est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils savent que c'est bien? Est-ce qu'ils vont voir leur intérêt? Je ne sais pas. Et puis, il y a aussi des grosses disparités en matière de prise en charge des OPCO. Ça n'a rien à voir d'un OPCO à l'autre. Donc, et là, une fois encore, vous êtes un peu dépendant du secteur d'activité de votre entreprise. Mais renseignez-vous parce que des fois, on a des bonnes surprises. La troisième grosse enveloppe de financement, les financeurs du moment, ce sont tous les dispositifs qui existent et qui sont liés à la situation sanitaire, ou en tout cas à son impact. Il faut savoir qu'il y a une vraie prise en compte de la compétence et du rôle des compétences dans le marché du travail de demain, post-Covid. Donc il y a eu un vrai effort de la part des pouvoirs publics sur la prise en charge des actions de développement des compétences, notamment les formations, mais aussi la validation des acquis. Et donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment technique et c'est du financement spécifique, notamment aux personnes qui sont en activité partielle. Et j'en profite pour leur envoyer toutes mes pensées et leur dire bon courage parce que ça fait un moment maintenant que vous êtes en activité partielle pour certains, ça va encore durer pour beaucoup d'entre vous. Et forcément, moi je vous envoie toutes nos pensées et beaucoup de courage pour affronter cette période qui doit être difficile. Donc voilà, on est de tout cœur avec vous. Et au-delà de la pensée que je voulais vous envoyer, c'est aussi de vous dire, c'est aussi peut-être le moment d'entamer des démarches parce qu'il y a aussi des financements en face. Donc renseignez-vous auprès de vos employeurs, de vos ressources humaines, voire directement des cabinets VAE aussi qui peuvent vous aiguiller sur les financements disponibles. Alors il y a des choses, notamment dans le FNE Formation, il y a une enveloppe spéciale, il y a aussi le dispositif transition professionnelle, etc. Transition pro, pardon. Donc voilà, ça c'est des enveloppes qui sont limitées dans le temps, en argent aussi, donc à tenir compte dans vos projets, mais ça peut être une piste de réflexion. Volontairement, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de Pôle emploi, qui a priori finance peu ou mal les VAE. Donc si vous avez des retours d'expérience en tant que conseiller Pôle emploi ou en tant que candidat étant passé par Pôle emploi, écoutez, j'en suis preneur. Donc n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires. Ça pourrait toujours être utile à la communauté. Et puis, cinquième étape, bien sûr, c'est l'autofinancement. Alors sur ce point, je vais vous donner un conseil méthodologique. La VAE, un projet VAE, pour simplifier, c'est un peu comme un projet immobilier. Vous avez deux solutions. Soit d'abord, vous allez à votre banque pour regarder le budget que vous avez et ensuite vous faites votre projet dans ce budget-là. Soit vous allez déjà regarder un peu sur le terrain les projets que vous pouvez avoir et ensuite vous regardez comment vous pouvez financer tout ça. Ça dépend de votre personnalité, de votre vécu personnel, de vos situations financières aussi. Donc voilà, mais je vous donne quand même ce conseil. Moi, je crois quand même que ça peut être intéressant de vous lancer dans une démarche de validation des acquis, ne serait-ce qu'en regardant ce que vous pouvez faire. Quitte à différer le projet si vous ne pouvez pas vous la payer. Quitte aussi à investir dans votre projet parce que je ferai une vidéo vraiment là-dessus sur l'importance de... Comment je vais dire ça? D'investir dans vous, en fait. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. On dépense tous de l'argent dans plein de choses. En ce moment, un peu moins sur les loisirs et tout. Mais enfin, malgré tout, je crois que ce qu'il est vraiment important d'avoir en tête, c'est que vous êtes votre meilleur investissement. Investir dans vos compétences, dans vos savoirs, dans vos savoir-faire, et dans votre employabilité finalement, c'est aussi investir pour vos emplois de demain, quoi. Donc des fois, on a tendance à se dire ah bah oui, du coaching, de la formation, c'est cher. Oui, c'est un coût, c'est un prix. Maintenant, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder le retour sur investissement, quoi. Donc des fois, mieux vaut investir en vous-même plutôt que de ne pas investir en vous. Ce serait quand même bien dommage. Donc des fois, juste pour quelques centaines d'euros, il faut savoir faire des sacrifices et des efforts. Je pense que c'est important, mais j'y reviendrai vraiment, je ferai une vidéo vraiment là-dessus. Voilà, j'en ai terminé avec les grands dispositifs de financement. Ça n'a rien à voir avec l'alarme qui sonne, n'a rien à voir. Je suis désolé, cette vidéo c'est n'importe quoi.
Pardon. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous est utile surtout. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, à vous rendre aussi sur notre site internet pour vous inscrire, ou utiliser le chat pour poser vos questions, on vous répondra dès que possible. Et puis, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle profite au plus grand nombre. J'espère que elles vous sont utiles, en tout cas on essaye d'y consacrer un peu de temps, donc j'espère que ça vous est profitable. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous dis portez-vous bien d'ici là. À très vite.